Salut à tous, aujourd'hui dernière vidéo bilan, on va parler de mes coups de cœur de 2022. Alors comme vous le savez, je pense que je vous l'ai assez répété, je vais arrêter d'en parler parce qu'au bout d'un moment je vais vous saouler. L'année 2022 n'aura pas été la plus enrichissante, on va dire, peut-être pas enrichissante, mais la plus propice aux coups de cœur, aux claques, livresques, enfin ce genre de choses. C'est un peu de ma faute, j'ai forcé, comme je vous l'ai dit. Il y a peut-être aussi le fait que Laurent, il préfère rester dans sa zone de confort que d'en sortir, donc ça peut jouer aussi, et du coup se dire, ouais, c'était bien, mais... si tu lisais un peu d'autres choses, peut-être que si je m'ouvrais à d'autres horizons, j'aurais peut-être plus de coups de cœur ou de claques. C'est pas grave, après ça m'empêche pas de vivre, que j'ai des coups de cœur ou j'en ai pas. Je sais que je suis peut-être exigeant ou casse-pied, j'en sais rien, vous choisissez le terme que vous voulez. Mais bref, j'ai quand même eu 5 très bonnes lectures. Je vais revenir de façon un peu plus concise sur ces 5 lectures. Je vais pas vous refaire un grand bilan comme j'ai pu le faire au cours de l'année. Mais j'ai envie de vous en reparler encore une petite fois. Il y en a certains, je l'ai déjà abordé plusieurs fois, donc je vais essayer d'être assez rapide sur le sujet pour ne pas non plus vous ennuyer. Alors il n'y a pas de top, je ne vais pas aller du numéro 1 au numéro 5, je vais vous les dire comme je les ai notés. Je crois que c'est dans l'ordre de l'année en plus, donc ça va être... Encore une fois, je reviens encore dessus, je vais essayer d'aller assez vite parce que vous avez plus pouvoir en entendre... Vous avez plus en pouvoir que je vous en parle tout le temps, mais voilà. De Robin Hobb, l'Assassin Royal, première époque, première partie dans les intégrales de J'ai lu, qui reste pour moi the lecture de l'année. J'ai vraiment adhéré à la plume de l'autrice, à la construction de son récit, à la façon qu'elle a d'amener son univers, je trouve. On peut le commencer même si on est, alors je dirais peut-être pas débutant parce que ça reste quand même pour moi de la fantaisie adulte. Elle nous amène son univers de façon assez cool. Cool, c'est pas vraiment le terme. C'est que l'univers va être assez dense et il y a une façon d'amener les choses qui fait qu'on comprend les choses petit à petit. Elle nous amène pas tout d'un seul coup, à la limite à ce que ce soit indigeste. Et moi qui ai toujours un petit peu peur d'aller sur de la fantaisie un petit peu plus, avec plus de rigueur, ou avec un gros bagage, moi je l'ai pas du tout. Je lis de la fantaisie mais pas régulièrement, et là franchement c'est passé mes crèmes. Je trouve que sa plume, c'est vraiment une conteuse d'histoire. Sa plume en plus est très fluide, mais il y a toujours un petit peu, c'est bien amené la construction des phrases et tout. Enfin moi c'est quelque chose auquel j'ai été très sensible. Donc pour revenir vite fait sur l'histoire, on suit Fitz qui est le fruit d'une liaison pas trop approuvée par la cour. L'un des fils du roi a trompé sa femme avec une autre femme, elle est tombée enceinte. Au final ils abandonnent l'enfant au pied du château, il est recueilli, il grandit, bon il est en bas de l'échelle parce que il a du sang royal mais il a rien du tout. Il est recueilli par l'écuyer du château et on va en faire un assassin, d'où l'assassin royal. Voilà. C'est vraiment le résumé le plus pourri de la terre, mais voilà, on va pas revenir dans les détails. Ça prend son temps. Faut pas s'attendre à un truc où il y a de l'action sans arrêt. Je trouve qu'en plus, quand j'ai terminé cette première partie, c'est vraiment que le début. C'est là quand on arrive à la fin et qu'on comprend pourquoi elle a pris son temps. Et pourquoi elle amène les choses aussi lentement, c'est qu'elle veut vraiment qu'on comprenne les choses, mais je trouve que la psychologie des personnages était très travaillée. Que la magie qui se balade, il n'y en a pas énormément, mais vraiment liée à la psychologie des personnages. On sent qu'il y a un gros truc qui se prépare, mais il reste beaucoup de questions en suspens. Le prénom des personnages qui reflète un des caractères du personnage, donc du coup on les identifie très rapidement. Vous savez que des fois dans la fantasy on vous amène des noms de personnages à coucher dehors, on comprend rien. Enfin moi perso des fois j'ai un petit peu de mal à attendre lui c'est qui. Enfin bref, c'est vraiment très bien amené. J'ai trouvé que les dialogues étaient vraiment sympathiques aussi, qu'il y avait vraiment que ça c'était assez naturel, c'était vraiment bien. Alors, franchement les dialogues étaient je ne saurais pas vous redire parce que ça date quand même, mais j'avais beaucoup aimé les dialogues, comment ils étaient amenés, comment certains personnages interagissaient avec d'autres, comment ils leur répondaient. C'était vraiment bien fait. Comme je vous disais, l'univers est amené d'une certaine façon. C'est qu'en début de chapitre, elle va nous amener une légende ou une anecdote sur une région autour, parce que là on est dans les 6 duchés, autour des 6 duchés, et du coup, au fur et à mesure des chapitres, vous ingérez un petit peu de l'univers sans que ce soit trop. Cette phrase ne veut rien dire. Sans que ce soit trop indigeste, et du coup vous assimilez beaucoup plus facilement les choses, et au fur et à mesure vous comprenez, et il y a tout l'univers qui va s'étendre devant vous, mais c'est vraiment, c'est vraiment bien foutu. Moi je trouve que c'était vraiment bien amené, et bien évidemment,
mon personnage préféré, qui est le fou, que j'ai vraiment trouvé mystérieux, attendrissant. Et quand on a fini le premier tome, j'ai envie de vous dire, du moins le premier intégral, on a envie de se jeter sur le deuxième. Enfin, je vous dis ça, j'ai dû le lire au mois de février, au mois de mars. Est-ce que j'ai eu la suite? Non. Mais voilà, ça me donne très envie. Je sais que j'ai très envie d'y retourner, mais cette année, c'est sûr et certain, il faut que je lise la deuxième partie de cette première époque. Deuxième livre, Les Sœurs Carmine d'Ariel Holz, que m'a offert Margot, donc Bohémienne Librairie. Elle adore Ariel Holz. Moi, je l'avais jamais lu. Je sais qu'il y a beaucoup de ses livres qui sont passés. J'en ai acheté entre-temps dans l'année. J'ai acheté Bipocalypse. J'ai eu à Noël Pax Automata. Il y en a d'autres. Moi, je trouve que l'auteur est... bon, moi, j'ai lu peu de choses, donc le juger comme ça, c'est un peu bête, mais... Les Sœurs Carmine, c'est vraiment 3 tomes sur 3 sœurs. Donc, chaque tome est du point de vue d'une sœur. Vous avez Mériver, vous avez Tristabel et Dolorine. L'univers, très à la Tim Burton, très sombre, on est sur de la fantasy, mais ils vivent dans un quartier, une ville, je ne sais plus le nom de la ville d'ailleurs. Vous pouvez vous faire égorger à tous les coins de rue, il y a vraiment des coupes-gorges, les gens sont pas vraiment gentils. Et du coup, dans l'histoire, au début, Mériver est une monte en l'air, c'est-à-dire elle court sur les toits et elle va voler dans les maisons. Jusqu'au jour où elle va voler quelque chose qu'il ne faut pas, parce qu'en fait les 3 filles ont été abandonnées par leurs parents, donc c'est Mériver qui est la plus grande et qui est là pour subvenir aux besoins de ses 2 petites sœurs. Et elle va s'emparer de quelque chose qu'elle n'aurait pas dû, et il y a tout un complot derrière, c'est pour ça que le tome 1 s'appelle le complot des corbeaux. Et du coup, il faut qu'elle se dépêtre avec ça. Les personnages sont assez gris, ne sont pas forcément très bons. D'ailleurs, Tristabel, moi je l'adore, mais je peux comprendre qu'on la déteste, c'est une peste, c'est une diva. Mais je trouve ce qui est très intéressant, c'est que Ariel Holz arrive à vraiment donner une personnalité à chaque personnage, que ce soit dans la description, que ce soit aussi dans les dialogues. Quand vous suivez Tristabel, elle a une façon de parler, Dolorine est complètement différente. Dolorine est toute petite et franchement, on n'a qu'une envie, c'est de la prendre dans ses bras. Elle est trop choupie, cette petite. Et il y a aussi ce décalage entre Dolorine qui est très naïve, très innocente, et qui vit dans un monde qui est vraiment sombre, où on peut se faire tuer à n'importe quel moment. Il y a aussi de la magie. Il étend un petit peu son univers, mais pas trop. On est dans le tome 1, je pense que ça va s'étendre après. Je n'ai pas tout lu encore. Mais j'ai adoré, j'ai passé un super moment. En plus, il y a un humour un peu grinçant, un peu noir d'Ariel que moi, il m'a fait beaucoup rire. J'ai vraiment eu des grands éclats de rire en lisant son livre. C'est vraiment génial. Si vous voulez un petit truc de fantasy, pas prise de tête, on peut lire ado ou adulte, ça ne change rien, c'est vraiment génial, il y a plein de rebondissements, il y a toujours de l'action, on ne s'ennuie jamais. Et Tristabel reste la bitch ever, parce qu'elle est pas gentille, mais j'adore ce perso, qui est vraiment, pareil, qui est décalé, c'est une diva, c'est un peu la Mariah Carey de la fantasy, et elle, faut tout lui faire, faut la servir, c'est elle la number one, et toi t'es rien en fait. Et du coup elle est même ingrate envers sa grande sœur, même envers la petite, à un moment ils doivent aller, je crois qu'à un moment il y a une histoire où... ils ont un truc urgent à faire, je veux pas spoiler. Et Tristabel ne trouve rien à me dire que j'arrive, attends, je vais me remaquiller. Enfin, moi, ça m'a fait... J'ai trouvé tellement décalé ce personnage que ça m'a fait hurler de rire et que je l'ai trouvé très drôle. Je suis quand même un petit peu sorti de ma zone de confort. Je vais pas trop me critiquer non plus ou trop me flageller. J'ai lu, quand le film est sorti, En attendant Bojangles de Olivier Bourdeau. Donc le film qui est sorti cette année avec Romain Duris et Virginie Efira. J'ai commencé ce livre et je comprenais pas trop où j'allais. C'était assez spécial et au final j'ai adoré. J'ai trouvé ça très beau, très poétique à travers cette histoire. Donc on suit, je crois, si je vous dis pas de bêtises, à travers les yeux d'un enfant. En fait, vous avez un personnage masculin et féminin, je ne sais plus les prénoms du tout, j'ai pas regardé. Et ils ont un enfant et on voit tout à travers les yeux de l'enfant. Donc du coup la vision elle est un peu biaisée parce que l'enfant forcément va porter aux cieux ses parents. Il y a un petit côté, pas vraiment magie, mais les personnages sont vraiment atypiques. Ils profitent de chaque instant qui passe, ils se prennent pas la tête, ils veulent pas faire comme la majorité des gens et se conformer à une certaine éthique de la société qui vous englobe dans certaines choses. Vous voyez ce que je veux dire, c'est faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Pour donner un exemple, la mère, tous les jours change de prénom. Parce qu'elle n'a pas envie, aujourd'hui elle est d'humeur, elle va s'appeler Françoise et demain on va l'appeler François, elle va dire non aujourd'hui je suis plus d'humeur à ce qu'on m'appelle, je sais pas, Juliette. Enfin, c'est un exemple débile au milieu d'autres. Ils ont une façon du coup d'envisager la vie qui est vraiment différente mais qui est pas bête parce que moi je me suis plusieurs fois retrouvé à me questionner, à avoir cette réflexion de me dire mais ouais en fait pourquoi on fait pas ça ? Et du coup, même la mère vis-à-vis de l'enfant, elle lui amène une certaine fantaisie, une certaine vision différente de la réalité qui peut être parfois ennuyante.
Et du coup, on va suivre ce couple qui vont avoir du coup très vite un enfant, on le sait dès le début, hein, et qui vont fêter leur amour. Il y a vraiment une notion aussi d'amour familial, mais d'amour entre le couple qui ne cesse de s'aimer et qui se réinvente tous les jours. J'ai trouvé ça tellement beau, j'ai vraiment apprécié cette lecture. La plume aussi d'Olivier Bourdeau que j'ai beaucoup aimé, il joue sur les mots, c'était vraiment agréable à lire. Donc comme je vous disais, on est vraiment sur des auteurs qui sont marginaux. Ils ne sont ni raisonnables ni raisonnés, donc que ce soit en amour pour faire la fête, que la vie est une fête, qu'il faut la fêter à chaque instant. Il y a vraiment, c'est vraiment ça qui, quand je repense à cette histoire que j'ai déjà lue il y a un petit moment, c'est vraiment l'idée qui ressort à chaque fois. On est vraiment face à deux adultes qui quelque part ne veulent pas grandir, veulent rester très fantaisistes comme on peut l'être, enfant qui s'inventent des histoires et tout ça, c'est vraiment, enfin, je peux comprendre qu'on n'adhère pas parce que franchement au début c'est assez... je trouve pas que c'est vraiment évident à prendre en main. Moi, j'ai vraiment compris le mécanisme qu'avait mis en place l'auteur au fur et à mesure du récit. Donc au début, on peut être vraiment un peu décontenancé par le truc, mais c'était vraiment formidable et que l'amour, il n'y a pas de raison en fait. Qu'il y a vraiment cette idée de sentiment, d'amour partagé, donc ici en l'occurrence entre le père et la mère, mais que c'est avant tout suivre ses émotions et il ne faut pas en faire quelque chose de raisonné, quelque chose de classable. On est dans quelque chose de hors norme. Ils vivent leur amour comme ils en ont envie, ils ne veulent pas se conformer à la société et être dans les rangs. Voilà, c'est pour eux, on part dans un trip et on reste dans ce trip et du coup ils arrivent à nourrir cet amour constamment. Bon, je me répète un peu, donc je vais m'arrêter là. J'étais content comme quoi deux fois de sortir de sa zone de confort, ça a du bon. J'attendais rien de ces histoires et j'ai passé un super moment et c'était vraiment sympa. Donc petit coup de cœur aussi pour cette histoire. Ensuite, c'est passé quelques mois sans que... Bon, j'ai eu des bonnes lectures, hein, c'est pas le truc. Et j'ai découvert un livre dont j'entendais parler pareil depuis un petit moment. C'était une LC organisée par Dorian également pendant le challenge des 15K. C'est Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Je suis encore tout ému en repensant à cette histoire. On est dans une histoire avec un road trip. Au début, on suit Émile. Si je vous dis pas de bêtises, je crois que le personnage principal s'appelle Émile. La fille, je sais plus, mais je crois que c'est Émile, le personnage masculin. Émile est très jeune, il a un Alzheimer précoce, il se sait condamné, et au lieu de rester dans la chambre d'hôpital et de suivre toute une batterie de tests et d'examens pour essayer d'améliorer, de le faire vivre plus longtemps, il sait que de toute façon il peut faire ce qu'il veut, et le corps médical peut faire ce qu'il veut, il est condamné, il n'y a pas d'autre choix, donc au lieu de rester enfermé et du coup surveillé, parce qu'au bout d'un moment, l'Alzheimer il va être un danger pour lui-même, il décide de déposer une annonce. Il achète un camping-car, il y a une fille qui répond à l'annonce, je suis désolé, je ne sais plus le nom de la fille. Ils partent tous les deux sans se connaître et ils vont faire un road trip. Ça reste en France en plus, ça j'ai trouvé ça bien, je suis peut-être un peu chauvin, mais du coup on découvre un peu une certaine région de la France. Et ils vont vivre mille et une aventures et c'était beau, c'était... Quand on l'amène comme ça, on se dit que ça peut être très triste. Alors oui, il y a des moments très tristes, mais aussi il y a des... C'est pas une tristesse qui est plombante, c'est vraiment... On va être sur de la tristesse qui nous fait dire profiter de la vie, profiter de chaque instant. En plus, le personnage féminin a quand même des notions très tournées vers le développement personnel, qui est amené, c'est pas lourdingue du tout. Et ils vont rencontrer une galerie de personnages. Moi, je l'ai lu l'été, et c'était vraiment la période idéale. Moi, j'avais qu'une envie, c'est de les rejoindre dans leur camping-car. Et jusqu'à la fin, c'était une très très belle histoire. J'ai vraiment passé un super moment, que ce soit dans la description des paysages. Il y a cette idée aussi où les personnages abandonnent un peu tout ce qui est téléphone portable, qui les rattache à leur vie et qui amène un certain stress, une certaine pression. Et là, ils vont se promener, ils vont profiter de la nature. Enfin, c'était vraiment une jolie histoire. On s'attache vraiment aux deux personnages parce qu'au fur et à mesure, on les découvre. Et malgré... C'est un livre qui peut apporter des larmes, mais qui amène aussi des sourires. C'est vraiment une belle histoire. La plume de l'autrice restera assez simple, mais justement, je trouve que... À travers cette histoire, elle nous fait comprendre que la vie, ça sert à rien de se la compliquer inutilement, que la vie peut être très simple. C'est nous, à cause de la société, on est... ça revient un peu à ce que je disais pour le roman d'avant, on est vraiment conditionnés à faire certaines choses, alors que si on arrive à se libérer de ça, on peut se comprendre que la vie est plus simple, qu'on vivra mieux, et du coup la plume qui est très simple de l'autrice amène ça aussi. Et malgré tout, la plume est très simple, mais elle amène énormément d'émotions. Moi je me suis procuré Les Lendemains, et je ne sais plus quel autre roman cette année. J'en relirai, parce que j'ai passé vraiment une bouffée d'air frais. Le livre fait plus de 900 pages. Mais honnêtement, vous arrêtez pas aux pages.
Une fois que vous êtes dedans, c'est formidable. Moi, j'ai passé un excellent moment. Même quand je vous en parle, j'ai encore un petit peu d'émotion qui revient. Ceux qui ne l'ont pas encore lu ont énormément de chance. Je sais que beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'ils l'avaient déjà découvert et d'autres titres de l'autrice et qu'ils avaient adoré. Et du coup, j'ai suivi vos conseils et je m'en suis procuré d'autres et j'ai vraiment hâte de les découvrir. Parce que d'ailleurs, il y en a certains d'entre vous qui ont préféré d'autres de ces histoires que celle-ci. Et comme je sais que celle-ci m'a beaucoup déjà touché, je suis vraiment impatient de découvrir les autres. Et dernier roman, mais pas des moindres, donc ici on est sur de l'auto-édition, on est sur un auteur que j'avais découvert avec la 28e nuit, donc c'est Fabrice Cozapé. J'avais adoré ce recueil de nouvelles que je vous conseille vivement de lire parce que c'est vraiment génial. Et j'ai lu en lecture commune avec Magali Fondamentalement détestable. Magali ne connaissait pas l'auteur et je lui ai demandé si elle voulait le lire avec moi, elle m'a dit pourquoi pas, je crois qu'elle avait le livre d'ailleurs. Et elle adorait aussi, et franchement... déjà l'auteur en soi, hein, je vais pas vous mentir, on discute de temps en temps avec Fabrice, c'est vraiment quelqu'un de très bien. Mais en dehors de ça, ses écrits sont vraiment géniaux. Franchement, j'ai passé un excellent moment de lecture. Alors c'est une lecture bien évidemment qui n'est pas pour tout le monde, fondamentalement détestable. On est sur quelque chose, on n'est pas dans une lecture confortable. On nous confronte à nous-mêmes, à la vision que la société nous impose et du coup qu'on reflète sans vraiment s'en rendre compte. Et on suit donc un personnage, je ne sais plus son nom, je ne l'ai pas marqué, j'oublie tous les noms des personnages. Vincent, il s'appelle Vincent. Et Vincent a une vie comme tout le monde, un peu morne, un peu terne, mais sans mettre le point pourquoi ça ne va pas, où il faut, où ça fait mal, pourquoi ça va pas. Jusqu'au jour où il se fait agresser par deux personnes dans la rue en pleine nuit. Il a un traumatisme crânien, je crois, il finit à l'hôpital, et quand il sort de l'hôpital, il a carrément changé d'optique de réflexion. Il veut changer tout sur lui, il remet tout en cause. Et ça va être un déclic pour lui pour devenir quelqu'un d'autre. Il abandonne la peur, il abandonne le jugement des autres. Enfin, il arrive vraiment à se, pas décoincer, mais le traumatisme provoque vraiment un grand changement chez lui. Bon, ça va pas en faire quelqu'un de fréquentable, hein. Bien évidemment, Fabrice va tirer sur cette notion-là de mauvais. Mais malgré tout, il a des réflexions, pas toutes, mais il va avoir une vision de la société différente, il va nous la partager. Et sur certains points, des fois, ça nous titille un peu et on se dit, mais il n'a pas totalement tort en fait. Et c'est là où c'est rigolo, c'est pas plus drôle que ça, mais c'est là où on se dit, ah mais ouais en fait, nous-mêmes on a des idées, mais pourquoi on les suit ? Il va avoir des réflexions, alors ça peut être sur la politique, sur plein de trucs. Alors bien évidemment, il stigmatise personne, hein. Attention, là-dessus on est clair. Fabrice a réussi à équilibrer son histoire, mais il a certaines réflexions où tu te dis, mais il a tellement raison. Et là tu te dis, mais moi en fait je suis pas quelqu'un de bien parce que je pense pareil. Mais est-ce que tu es vraiment pas quelqu'un de bien parce que tu penses ça ? Parce que tu vas avoir une pensée qui n'est pas celle de la société et que tu ne deviens pas, entre guillemets, un mouton de panurge à croire tout et n'importe quoi de ce qu'on te fait gober. Il y a une histoire aussi de manipulation avec notamment les politiques et tout ça. Bon après, même si vous n'êtes pas politique, vous pouvez y aller. Franchement, moi je ne suis pas du tout politique et j'y suis allé, j'ai adoré. Et du coup, c'est à lire ce genre de récit, on rentre en introspection avec soi-même, on a certaines idées qui changent. Je sais que, sans faire de grandes phrases, sans jamais me prendre pour je ne sais qui, j'ai lu ce livre, j'étais quelqu'un, j'ai terminé ce livre, j'étais quelqu'un d'autre. Je dis pas que ça a chamboulé ma vision de la vie, attention, c'est pas ce que je dis. Mais sur certains petits points, maintenant, il arrive, j'ai eu une anecdote, je peux pas vous en parler parce que je vais vous spoiler une partie du livre, mais j'ai été confronté par certains trucs, et j'ai pensé à Vincent. Et je me suis dit, ah mais ouais, et j'ai rigolé tout seul. Donc c'est là, c'est le genre de livre où il vous reste une trace. Où il y a quelque chose sur vous-même qui va changer, alors ça va pas changer complètement qui vous êtes, mais peut-être sur des petits détails. Et franchement, c'était déjà ça avec la 28e nuit. Fabrice arrive à aborder des thématiques qui nous touchent, qui nous concernent directement. Il fait à travers un personnage et une histoire fictive. Il nous dit quel problème il rencontre dans la vie de tous les jours et qu'il ne comprend pas que les gens, bêtement, continuent à aller dans ce truc-là alors qu'on pourrait changer énormément de choses, mais qu'on ne le fait pas parce qu'on est dans un quotidien, dans le confort, dans notre quotidien, et voilà, on fait avec, tant pis. Alors que si seulement on s'en donnait la peine, on pourrait changer certaines choses chez nous et avoir une hygiène de vie, alors hygiène de vie c'est un grand mot, hein, différente.
Et du coup, il vous pose vraiment dans de l'introspection. Au niveau de la plume, je trouve que Fabrice fait le choix d'amener un certain vocabulaire. Moi, régulièrement, et sans honte, hein, comme je vous l'ai déjà dit, je sortais mon téléphone, j'allais voir de quoi il parlait, mais il a cette envie aussi de mettre le bon mot au bon endroit. Et j'ai encore des titres de Fabrice à lire, notamment 2 plus une nouvelle. J'ai très hâte d'y retourner, je trouve que c'est un auteur qui mérite d'être plus connu. Alors je dis pas ça parce qu'on discute un petit peu à côté, c'est pas non plus mon meilleur pote, hein, je vous rassure. Mais voilà, comme quoi en auto-édition, je sais qu'il y en a qui ont des préjugés là-dessus. Ah ben détrompez-vous, il y a vraiment de la grande qualité. Mais c'est comme l'édition traditionnelle, il y a du bon et du moins bon, ben, dans l'auto-édition c'est pareil. Donc faut pas, parce que je vais revenir dessus vite fait, mais c'est vrai que dans l'édition, quand on trouve un titre mauvais, c'est pas grave. On va pas stigmatiser la maison d'édition et dire ouais, elle sort que de la merde parce qu'on a lu un livre qu'on n'aimait pas. Je caricature, hein. On va pas se dire tiens, j'ai lu ce titre-là, j'aime pas, j'en ai un deuxième, j'aime pas, ouais, ben cette maison d'édition-là, je la lirai plus jamais. Ça, on se le dit pas. Par contre, dans le sens inverse de l'auto-édition, on va lire 2-3 livres de 3 auteurs différents. On va pas aimer, on va se dire ouais, enfin, l'auto-édition, c'est pas pour moi, franchement. C'est pas des vrais auteurs. Et j'ai un truc qui m'horripile, mais une force. Mais non, prenez le temps de choisir. L'auto-édition, c'est vraiment très riche. Il y a énormément d'auteurs sur plein de genres différents. Moi, je sais que personnellement, je fais des découvertes tout seul. Je me suis abonné au hashtag auto-édition sur Instagram. Et régulièrement, du coup, je vois passer des publications que je ne connais pas. Et il y a vraiment des pépites. Allez-y. En plus, je trouve, alors, c'est mon avis personnel, quand vous êtes dans une maison d'édition, elle a une ligne éditoriale, donc forcément, il faut rester plus ou moins dans les cases. C'est moins le cas avec les petites maisons indépendantes, mais l'auto-édition, c'est pareil. Ils vont pouvoir amener ce qu'ils ont envie, et en plus, plus les années passent, plus l'auto-édition se professionnalise, ils prennent des bêta-lecteurs, j'en suis la preuve. Ils vont prendre un correcteur, ils ont vraiment un comité de lecture qui est là pour les aider. Ils demandent aux gens ce qu'ils en pensent. Enfin, on n'est plus dans l'auto-édition qu'il pouvait y avoir au début, qui était dans des balbutiements, où c'était un peu plus compliqué. Il y a vraiment des illustrateurs qui viennent illustrer les couvertures, et il y a des couvertures d'auto-édition qui sont magnifiques. Vous avez un travail éditorial en auto-édition qui est absolument exceptionnel. Vous avez également, vous pouvez retrouver des projets sur Ulule aussi. Et voilà. C'est aussi une des motivations, comme je vous ai déjà dit, qui ont fait que j'ai créé cette chaîne, c'est que je veux défendre aussi ça. Tout le monde peut écrire un livre. Je sais pas si tout le monde peut écrire un livre, moi-même je m'en sens pas capable. Mais faut laisser la chance à tout le monde. Et franchement, l'auto-édition, allez-y, il y a vraiment des pépites. Et voilà. Moi, j'en relirai encore. J'en ai moins lu ces dernières semaines, mais j'en ai plein qui m'attendent dans ma palle. Et je vais essayer de lire ça cette année pour vous faire découvrir aussi tout ça. Bref, je m'arrête là. Je me suis vraiment égaré, encore une fois, Laurent. Tergiverse à droite à gauche, mais voilà, ça me tenait à cœur de vous en reparler encore une petite fois. Je pense que je vous bassine pas avec ça tous les jours non plus. Et voilà, bien évidemment, je pense que vous me voyez arriver. Dites-moi dans les commentaires quelles sont vos lectures favorites. Moi, comme ça, je prends des notes après. J'ai des idées pour ma wishlist. Ou le titre qui vous a vraiment mis une claque du tonnerre. Et comme ça, par procuration, j'aurais eu ce petit truc qui m'a manqué cette année. J'ai pas eu ma grande claque, mais elle viendra, c'est pas grave. Mais du coup, je la vivrai à travers vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à plus. Salut.